Alors, la semaine prochaine sera la dernière séance à Paris. Il y en aura encore 3 autres à Grenoble. Et nous aurons un séminaire d'Andrea Chiavassa qui fait de la modélisation d'étoiles supergéantes et de l'observation pour comparer avec les modèles. Aujourd'hui, je vais parler des hypertélescopes dans l'espace, dont j'ai déjà parlé, mais chaque année, il y a un peu de nouveau. Ça avance pas très vite, mais ça avance un petit peu quand même. Et en particulier d'un essai tout récent, et ça remonte à quelques mois, de satellites volant en formation. Et je vais parler à nouveau des miroirs piégés par laser, qui sont peut-être une possibilité un peu plus lointaine, dont j'avais déjà parlé. Et à 15h, nous aurons le séminaire de Jean Schneider sur les perspectives, oula, il manque un S, là, à long et très long terme de l'exoplanétologie, optimisme ou pessimisme. Bon, je rappelle qu'il s'agit de mieux voir ce qui est dans le ciel. Nous avons un peu le même problème sur Terre que les poissons ont dans l'eau. Vous savez, ils ont beaucoup de mal à voir le ciel parce qu'il y a des vaguelettes à la surface de l'eau. Et sur le plan optique, c'est une vraie catastrophe. Ils ont beaucoup de mal à voir les étoiles. Alors nous avons aussi des vaguelettes, mais ce sont les vaguelettes de l'atmosphère qui sont moins violentes que celles de l'eau et qui sont quand même gênantes. Alors les poissons, certains poissons ont réussi à sortir de l'eau. Vous savez, il y a des poissons volants. Et les hommes aussi commencent à sortir un petit peu de l'atmosphère. Et donc, on peut en attendre de gros progrès. Bon, alors, la semaine dernière, j'avais parlé d'une idée un peu folle, mais qui mérite peut-être d'être explorée, qui serait d'essayer d'utiliser des diffuseurs naturels de grande dimension, comme les anneaux de Saturne, par exemple, pour former une espèce d'optique géante dont on pourrait collecter la lumière pour faire des images à haute résolution. Bon, ceci est une photo récente de la sonde Cassini prise à 2 millions de kilomètres de Saturne lorsqu'elle cache exactement le Soleil, ce qui permet de voir par transparence la lumière diffusée, enfin le tour de Saturne et la lumière diffusée par les anneaux de façon très détaillée, et donc de mieux connaître leurs propriétés. Ça, c'est une vue plus classique. Alors, j'avais décrit ce montage-là. Voici l'anneau de Saturne, là où quelques autres diffuseurs. Voici l'onde plane qui vient de l'étoile lointaine, qui éclaire l'anneau de Saturne. Voici un télescope situé loin du diffuseur et qui reçoit la lumière diffusée. Alors chaque point du diffuseur, en gros, émet un cône de lumière diffusée dans un certain angle qui, si c'est la diffraction qui cause ça, cet angle est déterminé par la dimension des particules ici. On peut raisonner en première approximation en considérant que les particules, c'est des petits trous dans une plaque opaque. C'est presque identique. Il y a même le théorème de Babinet ou théorème des écrans complémentaires qui dit que le comportement en diffraction de 2 écrans dont l'un est le complément de l'autre, par exemple, vous comparez une plaque avec des petits trous ou bien des petites particules opaques de même dimension que les petits trous, la diffraction est la même. Voilà. Et puis vous avez donc le télescope qui est ici reçoit de la lumière de cette particule-là, il en reçoit aussi de cette particule-là. Et cet angle-là, qui est l'angle de diffraction défini par la dimension des particules ou des trous, va vous définir ici la partie utile du diffuseur, autrement dit la partie du diffuseur qui contribue à envoyer de la lumière dans le télescope. Bon, et puis alors le télescope, vous avez son plan focal par ici, et il s'y forme une image de l'anneau de Saturne.
Et le problème est que si on veut former une image de l'étoile qui est derrière, on peut reprendre avec une lentille la lumière ici pour former une image, par exemple, du miroir d'entrée du télescope, de la lentille d'entrée du télescope, formée sur une caméra, mais il faut arriver à remettre en phase les contributions des ondes venant des différentes parties du diffuseur. Bon, c'est ça la difficulté. Alors, ça pourrait se faire en principe avec une optique adaptative. Voici une vue de près du diffuseur, l'anneau de Saturne par exemple, ou des petits trous. Là, j'ai représenté des trous dans un écran. Chaque trou, selon Fresnel, Huygens et les anciens, chaque trou peut être considéré comme la source d'une onde secondaire, d'une petite onde, une ondelette sphérique, issue centrée sur ce trou, et toutes ces ondelettes contribuent à l'éclairement du télescope qui est ici. Bon, alors, des raisonnements simples montrent que vous obtenez ici, par interférence des rayons, vous obtenez des tavelures ou speckles, c'est-à-dire des granulations correspondant aux interférences constructives et destructives de la lumière qui vient des différentes parties de l'écran. Alors, en supposant que la source, l'étoile, est parfaitement monochromatique, que c'est un laser, par exemple, ce qui n'est pas le cas, évidemment. Bon. Donc en pratique, en lumière blanche, on ne verra pas de ces tavelures ou speckles, mais en lumière monochromatique, on les voit en principe. Et on calcule facilement que leur dimension... Oula, il y a un petit problème de pile. Leur dimension est la même que celle des particules ou des trous qui sont ici. Bon, en général, l'échelle est telle que ces particules ou ces trous ne seront pas individuellement résolus par le télescope. Il ne sera pas assez grand. Et on calcule aussi que la dimension de ces particules détermine la quantité de lumière qui va arriver dans chaque speckle ici. Et on calcule aussi que le nombre de Rissel, c'est-à-dire d'éléments résolus dans l'ouverture virtuelle. L'ouverture virtuelle, c'est cette partie du diffuseur qui contribue. Et les Rissel, ce sont les éléments résolus par le télescope. Le télescope résout une certaine dimension sur cet écran, et le nombre de ces éléments résolus est égal au nombre de speckles dans l'ouverture. Et c'est aussi égal au nombre de speckles ici dans l'image de l'ouverture virtuelle. Alors, il reste une petite manip à faire en laboratoire pour voir si ça peut marcher, que je n'ai pas eu le temps de faire, mais s'il y a des amateurs ici, n'hésitez pas. Vous prenez un diffuseur quelconque, par exemple du papier diffusant, vous l'éclairez avec un laser, vous simulez votre télescope avec une lentille ici, vous formez une image du diffuseur, et faute d'optique adaptative, on pourrait mettre de l'optique adaptative, mais c'est rare et cher. Faute d'optique adaptative, on peut s'amuser à faire un hologramme. Alors pour faire un hologramme, vous mettez ici une plaque photographique et vous récupérez un petit peu de la lumière du laser qui tape à côté du diffuseur, ici, et avec une lentille ou un prisme ou un miroir, vous la renvoyez sur le côté pour qu'elle croise la lumière du trajet principal à l'endroit où se trouve la plaque photo. Bon, alors ça fait des interférences. Chacun des speckles ici va être sillonné de franges Young et l'hologramme enregistre ces interférences. Bon, et alors ensuite, si vous développez votre hologramme et vous le remettez exactement au même endroit dans le montage, il va se transformer en réseau de diffraction. Et si vous masquez l'onde de référence, celle-là, avec un carton noir, et que vous éclairez votre hologramme avec la lumière qui vient de la source, là, eh bien, d'après les propriétés des hologrammes, on en déduit que l'hologramme va reconstruire
le faisceau de référence caché. Le faisceau de référence est caché, mais il va réapparaître là comme un fantôme, reconstruit par l'hologramme, avec toutes les propriétés de l'onde correspondante, ses défauts, ses speckles, etc. Bon, donc si vous avez une caméra ici, ce faisceau de référence, en fait, il est de bonne qualité. Lui, comme il y a une lentille ici, il converge ici vers la caméra. Il a été prévu pour ça, pour former une tâche focalisée sur la caméra. Et là, donc, ce faisceau de référence reconstruit, il va aussi vous faire une tâche focalisée sur la caméra. Et en principe, si vous mettez une deuxième étoile très loin là-bas, près de la première, par exemple un deuxième laser qui a presque la même longueur d'onde, mais pas tout à fait la même pour que ce ne soit pas cohérent, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir apparaître ici un deuxième spot. Donc vous avez en quelque sorte une image ici de votre étoile double, formée à travers ce diffuseur. Bon, et puis si vous mettez une troisième étoile, vous aurez un troisième spot. En principe, on a une vraie image de l'étoile multiple. Là, si vous avez un amas d'étoiles, vous allez avoir une image ici. Bon, alors, faire cette expérience serait le moyen de vérifier que le principe fonctionne et qu'on peut effectivement, avec un hologramme ou avec une optique adaptative, observer à travers les anneaux de Saturne et voir l'étoile qui est loin derrière. L'intérêt étant que, ça ne se voit pas trop sur le dessin là, mais l'intérêt étant que l'ouverture virtuelle exploitée sur l'anneau de Saturne peut être énorme, par exemple 1000 km, alors que le télescope ici est de dimension plus raisonnable, par exemple 8 mètres, voire moins. Bon. Donc on gagne en ouverture, donc on aura en principe la résolution théorique de l'ouverture de 1000 km ici, c'est-à-dire 100 mètres, ça fait une milliseconde d'arc, 100 km, ça fait une microseconde d'arc, et 1000 km, ça fait un dixième de microseconde d'arc. Ça commence à devenir intéressant, on peut commencer de regarder ce qui se passe sur le pulsar du crabe ou sur autres objets très compacts, des quasars. Bon. Alors, la question épineuse, c'est est-ce qu'il y aura assez de lumière? Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on met un diffuseur quelque part, on perd énormément de lumière. Il y a beaucoup de lumière qui part en dehors. On démontre que la quantité de lumière par speckle ici va correspondre à la quantité de lumière par particule ici. Donc, il faut des grosses particules. Ça tombe bien sur Saturne, les blocs de neige ils font plusieurs mètres, jusqu'à 20 mètres, dit-on. Donc ils vont se comporter comme une espèce d'ouverture qui ramasse beaucoup de lumière. Bon, mais par exemple, si on voulait faire ça sur Terre et utiliser comme diffuseur un cirrus, vous savez, ces nuages fins qui sont à haute altitude, à 10 000 mètres, 15 000 mètres, ça ne marcherait pas parce que les particules des cirrus, c'est des petits cristaux de glace très fins, ils sont trop petits. Il n'y aurait pas assez de photons par cristal de glace pour avoir suffisamment de lumière ici. Bon, mais enfin, il y a peut-être des erreurs dans le raisonnement. L'idée remonte à quelques semaines seulement et il faut regarder ça de plus près. On a peut-être été trop optimiste ou trop pessimiste. Bien, alors... la Terre est un peu trop loin des anneaux de Saturne. Idéalement, il faudrait que le télescope soit près de Saturne, à quelques rayons ou diamètres de Saturne, par exemple en orbite autour de Saturne comme ceci, et on regarde la lumière qui passe à travers les anneaux ici. Mais les anneaux tournent extrêmement vite, à une vitesse endiablée, et avec ce genre d'orbite, le télescope lui-même pourrait tourner assez vite et peut-être presque à la même vitesse que les anneaux, ce qui faciliterait l'observation, permettrait d'utiliser des pauses pas trop courtes. Bon, on peut aussi prendre une orbite moins inclinée, comme ceci, pour le télescope. Le télescope pourrait être ici, par exemple. Et là, en principe, on aurait pratiquement la même vitesse. Le télescope se dépasserait pratiquement avec la même vitesse que les particules des anneaux. Donc, il les accompagnerait en quelque sorte, et donc on pourrait prendre des pauses un peu plus longues.
Voilà, on coupe le plan de l'écliptique, le plan de Saturne, ses anneaux qui est plus incliné, et le télescope qui pourrait être par là. Bon, et puis, je crois que je l'ai dit la fois précédente aussi, il n'y a pas que Saturne, il y a des astéroïdes, et on a tout récemment, il y a quelques mois, pu photographier celui-ci, et on a découvert avec surprise qu'il y a une espèce de tempête de neige autour, avec des espèces de flocons de neige qui, semble-t-il, seraient émis par des geysers ici. Alors, étant donné que la masse d'un astéroïde est faible, la gravité est très faible, et ça veut dire que ces flocons de neige, ils doivent tomber très lentement, très très lentement, et donc, ou être sur des orbites extrêmement lentes, ce qui veut dire que si on photographie à travers en utilisant ces flocons de neige comme élément diffuseur, eh bien, on peut faire des pauses relativement longues et donc avoir un peu plus de lumière. Bon, et puis, si on cherche des diffuseurs naturels, il y en a aussi qui ne sont pas si naturels que ça. Par exemple, la Station spatiale internationale, que voici, qui a coûté une fortune à la NASA, il faut qu'elle serve à quelque chose, même si c'est pour des usages imprévus. Voici une belle photo qui a été faite par un astronome amateur, Thierry Legault, devant le Soleil. On voit les granules du Soleil et on voit l'ombre de la station. Là, je crois même qu'il y a la navette. Ça, c'est la navette qui est accrochée dessus, qui est en train d'apporter des provisions. Alors, la station pourrait être photographiée depuis le sol terrestre avec des petits télescopes, peut-être des télescopes d'amateurs, au moment où elle passe juste devant une étoile. Bon, mais alors j'ai discuté avec Thierry Legault, il dit que c'est difficile, peut-être pas impossible, mais difficile, parce que l'événement est extrêmement bref et il faut calculer d'avance à 100 mètres près au sol à quel endroit il faut poser le télescope pour qu'il soit juste dans l'alignement au moment de l'occultation. Bon, autrement, il faut que le calcul de l'orbite de la station soit extrêmement précis pour arriver à ça. Alors évidemment, on pourrait procéder en convoquant en invitant tout un groupe d'amateurs venant chacun avec leur télescope et les disposant en ligne en travers de la trajectoire, ce qui augmenterait la probabilité qu'il y en ait un au moins qui arrive à prendre la photo. De toute façon, l'événement sera très bref, 10 millisecondes, donc il n'y aura pas beaucoup de lumière, et donc c'est quand même un petit peu limité comme observation, mais peut-être qu'occasionnellement, ça peut donner des renseignements intéressants. Dans un premier temps, il faudrait commencer par vérifier qu'on arrive effectivement à photographier une occultation d'une étoile brillante par la station spatiale. S'il y a des amateurs parmi vous, peut-être aurez-vous des idées. Alors, une autre possibilité, ce serait de recruter le télescope Hubble pour faire ce genre de travail. Par exemple, ici, quand la station se trouve là c'est le Soleil, c'est la Terre, c'est l'orbite de la station. Au moment où elle se trouve ici, elle sera dans l'obscurité, on ne sera plus gêné par le Soleil. On peut guetter le moment où une étoile relativement brillante, mais peut-être pas nécessairement très brillante, passe derrière, et la photographier avec le télescope Hubble. Et comme le télescope Hubble suit une orbite qui n'est peut-être pas très différente, ça permet peut-être de faire des pauses un peu plus longues que lorsqu'on observe depuis la Terre. Bon, donc les conclusions provisoires, en attendant d'en savoir plus, c'est que le diffuseur, il faut qu'il ait des grosses particules pour avoir une luminosité suffisante. Sur Saturne, il faudrait idéalement approcher à quelques diamètres, mais ça veut dire qu'on a une sonde, une fusée
ou un satellite de Saturne et une fusée spécialement équipée. On ne peut pas faire ça par une fusée qui se trouverait là par hasard et qui servira à autre chose. Donc ça veut dire, c'est extrêmement restrictif, peut-être rédhibitoire. Ça veut dire que ce sera, s'il faut envoyer une sonde spéciale, ce sera très coûteux et ce sera très long. Il faut 10 ans ou plus pour aller jusqu'à Saturne. Bon, sur la station spatiale, c'est peut-être possible depuis la Terre ou une orbite, et ce serait peut-être un projet pour des amateurs, des groupes d'amateurs avec plusieurs télescopes mobiles. Donc on positionne d'avance le télescope sur la position calculée, sur la trajectoire calculée de l'ombre de la station formée par l'étoile. Et si le calcul est suffisamment précis, on devrait voir brièvement l'occultation. Bon, alors sur les astéroïdes, il y a de nombreux astéroïdes, et il faudrait préciser les cas favorables. Bien, alors j'en reviens aux choses sérieuses. Et revenons déjà sur Terre. Pour préparer les versions spatiales hypertélescopes, voilà les préparatifs que nous faisons sur Terre. Version spatiale plus lointaine, ça pourrait ressembler à ce genre de choses, avec une flottille de petits miroirs ou de petits télescopes qui captent la lumière d'une étoile et la renvoient vers une caméra située ici dans un satellite focal. La difficulté étant de stabiliser la flottille, de la piloter avec une précision comparable à ce qu'on veut d'habitude en optique, c'est-à-dire des dixièmes de micron en ce qui concerne la profondeur des miroirs. Là. Latéralement, ça n'a pas besoin d'être aussi précis, mais en profondeur, il faut un dixième de micron. Si on veut que tout soit en phase, il faut que la précision soit meilleure que la longueur d'onde de la lumière. Bon, alors ça, j'en ai parlé, donc c'est en démarrage. En gros, c'est un grand nombre de petits télescopes, de petits miroirs grands comme ça, reconstituant une surface sphérique qui focalise sur une caméra la lumière de l'étoile. Nous sommes partis pour faire un premier essai avec deux petits miroirs. Ce sont des miroirs grands comme ça. La théorie montre qu'il vaut mieux avoir des miroirs petits et nombreux que gros et pas nombreux. On y gagne beaucoup du fait qu'on a un meilleur échantillonnage de la surface d'onde. Et puis, si ça marche, on pourra mettre 100 petits miroirs, par exemple. Et si ça marche, on pourra aussi proposer aux organismes compétents un système qui pourrait faire peut-être jusqu'à 1 km, selon les sites qu'on pourra trouver. Ça dépend beaucoup de la disponibilité de sites bien placés. Bon, et voilà le site dans l'Ubaye qui va servir dans un premier temps. Ce versant-là appartient au parc du Mercantour, qui a bien voulu autoriser les essais. Le terrain n'est pas si sphérique qu'on aimerait, mais enfin, avec des petits supports, des trépieds qui font 1 mètre ou quelques mètres de haut, on peut rattraper une grande partie des défauts et faire une forme sphérique. Bon, et puis pour faire plus grand, donc ce site permettrait d'aller jusqu'à 200 mètres, et pour faire plus grand, il faut trouver des vallées plus profondes, plus larges. Il y en a dans les Andes, il y en a dans l'Himalaya. Encore faut-il que le climat local soit favorable. Voilà un endroit possible où vous auriez ici possibilité de tendre un câble pour suspendre une caméra et mettre 100 ou 1000 petits miroirs ici. Si vous avez l'occasion d'aller dans l'Himalaya, envoyez-nous des cartes postales. Bon, alors, mais sur Terre, tout ça est limité. On pourra peut-être faire des réseaux de 1 ou plusieurs kilomètres en optique. Vous savez qu'il existe déjà en radio des réseaux d'antennes
qui font des milliers de kilomètres et qui obtiennent des résultats très intéressants. Évidemment, c'est beaucoup plus facile en radio qu'en optique, parce que la longueur d'onde est plus grande. Il y a évidemment sur Terre le problème de la dégradation de la turbulence par la turbulence atmosphérique. C'est un peu le même problème que les vagues pour les poissons qui veulent regarder les étoiles. C'est peut-être évitable, on peut peut-être corriger ce problème avec une étoile guide laser. Alors, ça commence à se faire sur des grands télescopes classiques. J'en ai parlé, on projette un faisceau de laser partant du télescope vers le ciel à l'endroit où on observe. Et il y a un petit peu de lumière diffusée par la haute atmosphère ou la couche de sodium à 95 km d'altitude, ce qui fait apparaître un point brillant dans le ciel, lequel on utilise comme si c'était une étoile pour activer un système d'optique adaptative qui corrige très rapidement les défauts de l'atmosphère. Bon, il n'est pas encore certain que ce genre de système puisse être modifié pour travailler sur des interféromètres ou des hypertélescopes, parce que c'est un peu différent, parce que l'ouverture est diluée, ce n'est pas une ouverture continue, donc ça change un peu les choses. Bon. Mais dans l'espace, évidemment, ces problèmes disparaissent et on peut espérer faire beaucoup mieux, beaucoup plus grand, avoir une résolution beaucoup plus élevée, une sensibilité beaucoup plus élevée qui permettra de voir des étoiles extrêmement faibles, même aux limites de l'univers connu. Bon, et puis essayer de voir la vie sur des planètes en dehors du système solaire. J'avais proposé il y a combien de temps, 10 ans, de faire un hypertélescope spécialement conçu pour faire ce genre de photos sur une Terre qui serait à 10 années-lumière. En 1 heure de pause, on devrait pouvoir sortir une photo ayant à peu près cette qualité, où on commencerait à voir ces taches de verdure là que sont l'Amazonie, le Congo, etc. Donc rechercher de façon fine la présence éventuelle de vie. Et pour ça, il faut une flottille de 100 km de diamètre. Alors, ça peut être des très petits miroirs de 10 à 3 cm, auquel cas il en faut 10 000 ou 100 000, pour avoir une surface de l'ordre de 100 mètres carrés. 100 mètres carrés, ce n'est pas énorme, c'est la surface c'est 10 mètres par 10 mètres, c'est la surface du télescope Keck, qui est à Hawaï, qui est un télescope à miroir mosaïque. Avec ce genre de configuration, un petit miroir, l'espacement des petits miroirs serait de l'ordre de 1000 à 300 mètres. La masse totale des miroirs, 250 kg, ce qui n'est pas énorme. C'est beaucoup plus léger que le télescope en construction JWST dont a parlé Anthony Boccaletti récemment. J'en parlerai plus en détail. Alors, vous savez que la NASA a décidé de coloniser Mars, afin de commencer par faire une station habitée sur Mars, après avoir, depuis quelques années, envoyé des robots à roulettes équipés de caméras pour faire du tourisme, et avoir trouvé de l'eau. Et évidemment, on peut se demander, existe-t-il ailleurs, sur des étoiles proches ou lointaines, des systèmes planétaires où il y aurait de la vie, et non seulement de la vie, mais de la vie colonisatrice, de la vie civilisée colonisatrice d'une planète à l'autre. Bon, est-ce que ça peut se détecter ? Des gens de la NASA pensent que nous aussi sur Terre, tôt ou tard, il serait prudent qu'on colonise plusieurs planètes, comme ça s'il y a des catastrophes qui arrivent sur une planète, il subsistera de la civilisation sur les autres. Les anciens disaient il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier, c'est un peu le même problème.
Bon, mais dans l'espace, on peut imaginer faire des hypertélescopes beaucoup plus grands que 100 km, par exemple 100 000 km. Bon, sur le papier, on sait faire. Sur le papier, on sait ce qu'il faut mettre comme miroir pour arriver à exploiter un réseau de miroirs comme ça qui fera 100 000 km. Bon, les miroirs sont extrêmement espacés les uns des autres, et malgré ça, on arrivera à utiliser efficacement la lumière. Alors, par exemple, j'avais discuté le cas d'un imageur d'étoiles à neutrons. L'étoile à neutrons, c'est ce qui se trouve quelque part au centre de cette photo. Le pulsar de Crabbe. Le pulsar du Crabbe, vous avez ici quelque part là, une petite étoile à peine visible, je ne sais plus laquelle c'est, qui clignote 30 fois par seconde avec la régularité d'une horloge. Et vous savez que c'est le résidu d'une explosion spectaculaire qui a été observée par les astronomes chinois en 1054. Leur description de l'époque disait, voilà, une nouvelle étoile est apparue dans le ciel, elle est devenue tellement brillante qu'on la voit en plein jour, elle est apparue très brusquement, et ils l'ont surveillée dans les mois qui ont suivi, et ça a duré quelques mois en s'affaiblissant progressivement. Et de nos jours, à l'endroit exact qu'ils ont décrit, on voit cette chose-là qu'on appelle la nébuleuse du Crabbe, qui est le résidu d'une gigantesque explosion qu'on appelle une supernova, qui se produit lorsqu'une étoile a fini de consommer son hydrogène et s'écroule, et ça déclenche une nouvelle réaction nucléaire d'une violence extrême qui produit cette explosion. Et en quelques heures ou quelques jours, l'étoile devient 100 milliards de fois plus brillante qu'initialement. Donc ça se remarque, à tel point que ça se voit dans les galaxies lointaines. De temps en temps, on voit un point lumineux qui apparaît dans l'image d'une galaxie lointaine et qui est plus brillant que tout le reste de la galaxie. Bon, alors, ces étoiles à neutrons sont des objets un peu mystérieux. Et on pense qu'elles sont formées de matière comprimée dont les électrons sont rentrés dans les noyaux des atomes, ce qui donne une matière extrêmement dense, à tel point que ce pulsar du Crabbe, la batterie ne veut plus rien dire. S'il vous plaît. Bon. Et le diamètre de ce pulsar serait 20 km. Alors, pour le regarder de plus près, ça semblait impossible, vu la distance qui est de l'ordre de 1000 années-lumière, si j'ai bonne mémoire. Mais avec ce genre d'hypertélescope, en principe, on commencerait à le résoudre, donc à essayer de pouvoir voir des détails dessus. Bon, et alors, en supposant qu'on soit capable de faire des engins aussi encombrants, est-ce qu'on ne va pas finir par buter sur une nouvelle forme de turbulence, par exemple celle due aux effets de l'antigravitationnel? Bon, vous avez chaque étoile dans l'espace, et il y en a 100 milliards dans la galaxie, et il y a des milliards de galaxies. Chaque étoile dévie très légèrement les rayons de lumière. Le Soleil dévie de 0,74, comme l'avait prédit Einstein. Et donc, si vous regardez des objets très lointains, vous passez près de beaucoup d'étoiles ou beaucoup de galaxies, ou votre ligne de visée traverse des galaxies, et donc l'onde lumineuse est affectée par ça, et ça risque de faire quelque chose qui ressemble à de la turbulence, mais ça n'a pas encore été étudié de très près, ni observé, mais ça pourra finir par devenir une limitation. Peut-être qu'il faudra de l'optique adaptative, là aussi, à condition que ce ne soit pas trop rapide. Bon, alors, les flottilles interférométriques, jusqu'où pourra-t-on aller? Alors, on en rêve depuis longtemps. On avait proposé différentes versions à la NASA, à l'Agence spatiale européenne, depuis 1982.
82. Au début, j'avais proposé de faire dans l'espace un peu l'équivalent de la poutre que Michelson avait faite entre les deux guerres, où il y avait 4 miroirs, ce qui permettait de faire des interférences. J'avais proposé de faire ce genre de poutre dans l'espace. Et puis je me suis dit, oui, mais alors elle ne sera pas assez grande, la poutre. Il faudra arriver à faire une poutre qui fasse au moins 100 mètres. Mais faire une poutre de 100 mètres dans l'espace, comment la lancer? Et puis en y réfléchissant, je me suis dit, oh, ça va être trop difficile. Le mieux serait d'arriver à mettre des miroirs indépendants ou des télescopes indépendants qui flottent indépendants et qu'on arrive à piloter de façon très fine pour les tenir aussi bien que les tiendrait une poutre. D'autant plus qu'une grande poutre, une poutre de 100 mètres dans l'espace, elle va se gondoler. On n'arrivera pas, elle ne sera pas aussi rigide qu'on voudrait. Donc c'est peut-être plus facile de laisser tomber la poutre et de laisser flotter complètement les éléments. Bon, alors, donc il y avait eu cette version-là où il y avait des petites voiles solaires qui pilotaient 2 télescopes et une station centrale. Il y a eu, alors on avait proposé une version sur la Lune aussi, qui à ce moment-là bénéficiait de la rigidité de la Lune, mais la Lune présente d'autres inconvénients. Bien sûr, ça fait un support rigide, mais l'accès est très coûteux. Il y a de la poussière qui retombe à chaque fois qu'il y a une micrométéorite qui passe. Et puis, s'il faut maintenir tout ça, il faut une station habitée. La NASA a renoncé et a reconfirmé récemment qu'elle renonçait à coloniser la Lune, elle préfère coloniser Mars. Bon, et puis alors ensuite, les collègues Alain Léger et Jean-Marie Mariotti avaient proposé une version infrarouge nommée Darwin, qui a été très étudiée par l'Agence spatiale européenne, laquelle a conclu malheureusement que ce n'était pas mûr de leur côté techniquement. Bon, et puis on avait proposé d'autres versions à la NASA, et les collègues qui font de l'observation infrarouge lointain ont proposé récemment un interféromètre à flottille aussi. Maser, c'est lui qui a eu le prix Nobel récemment pour la détection du fond de ciel en infrarouge. Et puis récemment, nous avons proposé une version qui, là, était vraiment conçue pour être un hypertélescope, parce que jusque-là, c'était des interféromètres. Nous n'avions pas encore vu les avantages des hypertélescopes, qui sont des interféromètres un peu particuliers. Bon, enfin, en tous les cas, le pilotage de ces flottilles est difficile et les agences spatiales repoussent. Elles disent que pour l'instant, elles ne savent pas faire. Et tout le problème, c'est comment simplifier. Alors, pour la version hypertélescope Luciola, nous avions pensé faire des petites voiles solaires dont j'avais parlé les années précédentes et faire un grand nombre de petits éléments comme ça qui se pilotent tout seuls grâce à des petites voiles solaires et qui portent un miroir. Et alors, vous avez chaque élément qui renvoie la lumière de l'étoile vers un satellite plus gros qui, lui, a une caméra et tout ce qu'il faut pour acquérir l'image. Bon, et j'avais poussé un peu loin l'étude détaillée avec une maquette et des essais de pilotage par le Soleil. Voilà le projet pour l'infrarouge lointain, avec des télescopes refroidis, domaine submillimétrique. Alors j'avais participé à la publication, mais je n'avais pas réussi à convaincre l'équipe américaine que plutôt que de faire un interféromètre, il fallait faire un hypertélescope avec des télescopes plus petits mais plus nombreux. Je n'ai pas réussi à bien leur expliquer. Bon, et puis en interférométrie radio, eux par contre, ils se sont rendus compte qu'il vaut mieux avoir des télescopes nombreux. Bon, ils avaient déjà un système à 27 antennes dans le désert du Nouveau-Mexique qui a donné de très beaux résultats,
maintenant, il est question de 25 000 antennes sur 350 km. Un autre projet, 10 000 antennes sur 400 km. Et un autre, 16 000 antennes. Bon. Et ils estiment qu'il y a des gains potentiels révolutionnaires à prendre des petites antennes nombreuses plutôt que des grandes pas nombreuses. Et j'arrive aux mêmes conclusions en optique. Bon, alors j'ai expliqué déjà pourquoi. Bon, ça c'est le schéma, je ne vais pas revenir dessus. Ça c'est la vue de l'étoile, la flottille. Ah. Et ça c'est la même flottille vue de la caméra. Et c'est ce qu'on appelle la densification de pupilles. Vous voyez que les sous-pupilles sont plus grandes relativement. Et ce principe permet d'intensifier énormément la lumière. Bon, enfin, le point, c'est qu'on arrive à former une image à haute résolution sans perte de lumière, en utilisant efficacement toute la lumière qui vient de l'étoile. Bon, et puis alors on peut calculer en quoi on gagne à avoir des ouvertures petites et nombreuses. Alors on tombe sur une formule un peu compliquée, des courbes là, mais ce qu'on peut retenir, c'est que si vous, au lieu de prendre des ouvertures de 1 mètre, par exemple, vous prenez des ouvertures de 10 cm, donc il en faudra 100 fois plus pour avoir la même surface, mais vous ferez 1000 fois plus de science. Alors évidemment, l'estimation de la science, c'est un peu arbitraire, mais enfin, c'est quand même intéressant de savoir qu'on aura beaucoup plus de richesse d'observation avec des ouvertures petites et nombreuses. Bon, et puis alors, dans l'espace, quitte à faire une flottille, pourquoi ne pas la faire panoramique, c'est-à-dire faire une espèce de bulle avec plein de miroirs, tous concentriques, au même centre, et vous avez ici à mi-chemin du centre la sphère focale, c'est là qu'il faut mettre des caméras pour recueillir l'image de telle ou telle partie du ciel. Si vous mettez la caméra ici, vous récupérez une image de cette partie du ciel, sinon cette partie du ciel, etc. Donc vous avez un truc complètement panoramique, vous partagez les frais du grand miroir entre de nombreux satellites focaux, vous pouvez en mettre autant que vous voulez pratiquement, des centaines ou des milliers, et donc vous avez 100 000 fois plus de science pour le même investissement sous forme de miroir géant. Alors, tout récemment, un satellite, ou plutôt une paire de satellites franco-suédois, nommé Prisma, a fait ses débuts en orbite pour tester le vol en formation. Alors ça, c'est extrêmement excitant parce que c'est un petit système très peu coûteux, très bricolé, pas bricolé, mais enfin disons très fait avec des composants standards, rapidement et pas cher. Et ils ont pu faire toutes sortes d'acrobaties et une danse, je ne sais pas si c'est pour ça qu'ils l'appellent tango. Il y en a qui s'appelle tango, l'un des deux s'appelle tango, celui-là c'est tango et l'autre s'appelle mango, il est plus gros. Ils ont fait tout un tango avec le truc, en faisant tourner autour, faire des loopings, aller, venir, s'éloigner, se rapprocher, et piloter de façon très précise. Alors pas encore avec la précision du dixième de micron qui nous intéresserait, mais enfin pour l'instant quelques centimètres. C'est déjà un très bon début. Et ce qui est remarquable, c'est que ça a été fait avec des moyens relativement simples. Par exemple, ils ont pris un GPS commercial, ils ont mis dans chacun un GPS commercial pour contrôler sa position, et ça se passe très bien. Quand on peut utiliser des composants commerciaux, c'est mieux parce que c'est moins cher et c'est plus fiable en général. Bon, et puis alors, ils ont fait tout un logiciel de pilotage qui est autonome, c'est-à-dire que depuis le sol, on envoie de vagues commandes disant en gros ce qu'il faut faire, et toute la gestion locale est faite par ce logiciel comme un robot bien dressé. J'ai toujours un problème de batterie là. Non, ça revient. Je ne sais pas si c'est un problème de batterie ou de mauvais contact. Enfin, il n'est pas de qualité spatiale, ce laser.
Alors pour l'instant, c'est piloté par des micro-fusées. Alors ils ont mis 3 systèmes de fusées différents pour les tester, dont l'un à hydrazine, l'autre à azote, et le troisième, je ne sais plus ce que c'est. Bon, mais enfin, c'est tous les 3 des choses relativement conventionnelles, bien que l'un d'eux soit un système suédois qui est fait pour faire des micro-forces. C'est tout petit, c'est 45 grammes, c'est une fusée qui pèse 45 grammes, qui envoie des jets d'azote chauffés, et qui sont dosés de façon extrêmement précise. Ils peuvent faire des forces de 1 micronewton, extrêmement précis. Donc ce genre de choses, en principe, pourrait piloter à quelques microns près le système. Et donc ces résultats sont extrêmement encourageants et je pense que ça va stimuler les agences spatiales pour essayer de faire des vraies flottilles interférométriques. Donc le but annoncé, c'est en vue des flottilles interférométriques, notamment et quelques autres projets. Alors voilà à quoi ressemble Mango. Mango, c'est le gros, 150 kg, 400 watts des panneaux solaires ici. Sa vitesse peut varier de 120 mètres par seconde. Et il y a toutes sortes d'instruments dessus, notamment une vidéo numérique haute résolution. Et l'autre, Tango, c'est le petit. Alors lui, il n'a pas de fusée. Il n'a pas de fusée, et en fait, c'est Tango qui se balade. C'est Mango qui se balade. Tango ne bouge pas. Mais Tango, il ne peut pas se translater, mais il peut s'orienter. Il a de quoi s'orienter. Avec un système magnétique, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un aimant qui le fait tourner par rapport au champ magnétique de la Terre. Alors, ils tiennent compte, pour ces mouvements, ils sont obligés de tenir compte des effets orbitaux, puisqu'en même temps, ça tourne autour de la Terre avec une période de l'ordre de l'heure. Et le point important est qu'ils se contentent d'envoyer du sol des commandes de haut niveau. Commandes de haut niveau, c'est-à-dire qu'ils ne commandent pas le détail est calculé à bord, mais ils lui disent simplement allez à la position A. La position A, ça a l'air d'être là, en 20 minutes. Et alors, il va à la position A en 20 minutes. Bon, mais alors, il y aura probablement des formes plus avancées de propulsion, en particulier par laser. Alors, il y a actuellement au moins 4 méthodes proposées de propulsion par laser. L'une où on focalise un faisceau de laser sur un bloc de quelque chose qui s'évapore, et ça fait une espèce de fusée, mais dont le laser sert de source de chaleur. Mais alors, apparemment, c'est dangereux parce que l'inventeur de ça a été condamné pour avoir assassiné sa femme et enfermé pendant 45 ans en prison. Bon, il y a une autre forme qui s'appelle la propulsion laser électrique, et une autre forme où on a des panneaux solaires essentiellement qui alimentent un système un moteur ionique. Et puis il y a un système où vous envoyez simplement des coups de laser sur l'autre satellite pour le pousser. Mais pour augmenter l'effet, vous vous arrangez pour que l'autre satellite réfléchisse, renvoie le faisceau laser vers la source, laquelle le renvoie à nouveau à la satellite, etc., pour faire des allers-retours dans une cavité résonante pour multiplier l'effet de la pression de radiation. Et vous pouvez gagner un facteur 10 000, par exemple, en force. Bon, mais l'inconvénient de ce système, autrement dit, c'est une espèce de cavité laser volante, si vous voulez, dont les deux miroirs tendent à s'écarter. Mais l'inconvénient, c'est que ça marche que dans un sens, on ne peut pas les rapprocher. Alors ça, c'est très embêtant. Alors l'inventeur propose de mettre une ficelle pour tirer dessus, pour le ramener, ce qui retire beaucoup de charme à la chose. Bon,
je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. La semaine prochaine, je vais parler à nouveau de ce site dont j'ai parlé l'an dernier en essayant de donner des compléments d'information, qui est une chose que nous avions proposée assez récemment, où l'on utilise un laser que voici pour piéger dans des ondes stationnaires des très petits miroirs, vous voyez la dimension des miroirs, mais de façon extrêmement précise pour former une nappe qui aurait la qualité d'une fraction de longueur d'onde. Alors, il y a des essais qui ont commencé en labo, mais qui pour l'instant ont du mal à avancer parce que le bâtiment vibre trop. C'est sous ultravide, dans une cloche à vide, et les vibrations du bâtiment font vibrer trop le système. Bien, je vais m'arrêter là et je vous propose d'écouter dans quelques minutes Jean Schneider et peut-être avez-vous quelques questions.